Merci de me donner l'occasion, cette occasion qui n'est pas toujours donnée à tout le monde et qui d'ailleurs, c'est un exercice qui n'est pas aisé, de parler d'un très grand homme de la République, un homme d'État, que j'ai nommé Maigari Bello Bouba, le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Ce serait un exercice à la fois complexe et intéressant. Et j'espère être à la hauteur de vos attentes par rapport à votre cahier de charges. Oui, comme tout jeune Camerounais, nous avons appris à connaître Maguire Bello Bouba. Vous savez, il est de la génération des années 40 parce que il est né en 1947 à Batiéo et nous sommes de la génération 70. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a une trentaine d'années qui nous séparent de ce grand commis de l'État. Et donc, pour le temps que j'ai eu à passer avec lui et les informations que j'ai glanées de part et d'autre, aujourd'hui, je peux me satisfaire de dire avec beaucoup de plaisir qui est cet homme d'État que j'ai l'occasion de côtoyer depuis plusieurs années maintenant. C'est un homme à l'allure intègre parce que il prend sur lui la responsabilité de tout mettre ensemble, n'est-ce pas, pour favoriser l'émulation des idées. Il est dans une posture de la croyance, donc c'est un fervent croyant et il ne badine pas sur ces questions, la question de la foi, et il respecte scrupuleusement toutes les lois, n'est-ce pas, afférentes à sa religion. Et il est patient, un homme d'État patient. Il prend tout son temps, que ce soit au niveau de son service, que ce soit au niveau des activités politiques, que ce soit d'ailleurs au niveau de ses responsabilités conjugales et familiales. Donc, j'ai trouvé en Maguire Bello Bouba un homme patient. Il est également communicatif. Et il ne s'empresse pas pour envoyer des informations. Il a une méthode de communication posée, on dira progressif, afin que son interlocuteur puisse capter effectivement l'information essentielle qu'il veut communiquer dans le cadre, n'est-ce pas, des échanges. C'est un homme également attentionné, parce que ce soit au niveau de son service, il prend soin de s'assurer que tous les collaborateurs suivent le rythme du programme, du cahier de charges du ministère ou bien de l'activité qui lui est confiée. Il en est de même dans le cadre de la formation politique, que ce soit à la base au niveau des cellules, des sous-sections et des sections, bien au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des organes nationaux, le comité central, le bureau politique, le conseil national. Il est très attentionné. C'est un homme, au-delà de l'attention, il est attentif. Donc, en retour, quand vous voulez donner le feedback d'une information quelconque, et il capte tous ses sens. Il vous prête tous ses sens afin qu'il ne puisse pas rater un élément analytique venant de son
de son interlocuteur, venant des personnes qui l'entourent. C'est un homme rigoureux. Il prend sur lui la responsabilité du travail très bien fait, sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan communautaire et sur le plan familial. Maïgari Bello Bouba est un adepte de la rigueur. Et nous savons très bien que le fruit de la rigueur, c'est l'impact qui est occasionné autour, n'est-ce pas, du travail que nous effectuons, nous exécutons. C'est un monsieur travailleur. Il a un agenda chargé et il travaille selon un calendrier bien précis. Et nous connaissons l'approche des hommes d'État. Il y a toujours un protocole avec un calendrier bien établi. Il est difficile de créer spontanément, n'est-ce pas, une séance de travail avec le président national Maïgari Bello Bouba. Et donc, nous savons très bien, et que ce soit ses collaborateurs sur le plan administratif ou sur le plan politique, c'est un grand bosseur. C'est un monsieur patriote. On l'a vu plus d'une fois, on y reviendra, parce qu'il a été qualifié par de tous les mots déstabilisants. Mais quand nous voyons l'homme, son allure et tout ce qu'il a eu à réaliser pour le compte du pays, il est clair que le mot approprié, c'est le patriote qu'il est. Fidèle à ses principes, parce qu'il est d'une fidélité incontestable pour tous les loyaux services qu'il a rendus. Et l'information nous revient que tous ces patrons sont satisfaits de son travail. Et aujourd'hui, nous allons toujours comprendre le véritable sens de la fidélité de l'homme à travers sa position relationnelle au niveau de l'alliance avec le parti qui dirige le pays en ce moment. C'est un parent responsable. Vous allez vous rendre compte que rien ne filtre en ce qui concerne la gestion de sa famille, parce que c'est un cadre privé et parce qu'il assure effectivement son rôle de parent, et sa progéniture et sa femme sont satisfaits de ce qu'il apporte dans le cadre, n'est-ce pas, de la construction et de la consolidation de sa famille. Merci pour cette question, et vous me demandez de décrire la biographie de l'homme. Moi, je vais préférer l'expression profil, hein, son portrait en quelque sorte, et je vais m'atteler à trois phases de sa vie. C'est-à-dire que la première étape de 1965 à 1982 ou 83, et puis cette phase d'hibernation entre 1983 et 1991 qui correspond à la date de son retour d'exil, et maintenant la phase justement post-91 à nos jours. Voilà un peu comment je vais m'organiser pour essayer d'apporter les informations qui certainement vont vous satisfaire. Oui, nous sommes d'accord qu'à 18 ans, déjà, notre Maïgari Bello Bouba travaillait pour le compte de la sous-préfecture de Poli. Ça, c'est dans le nord Cameroun. Aujourd'hui, ça correspond au département du Faro. Il a été adjoint administratif. Et vous saviez, tellement il était intelligent qu'il a été conseillé de repartir à l'école pour avoir une formation de base bien précise. Beaucoup de jeunes à l'époque, déjà qui commençaient à toucher un peu de l'argent, auraient refusé cet investissement. Et justement, il se soumet
à cette doléance et il repart à l'École nationale d'administration de magistrature. Il rentre en 1966 et il en ressort en 1970. Donc, il séjourne pendant 4 ans à l'ENAM et il sort nanti du diplôme d'administrateur civil. Et immédiatement, il enchaîne avec l'Institut international d'administration publique de Paris, où il obtient justement ce diplôme également. Et il est fait immédiatement dans les années 1971 attaché au secrétariat général de la présidence de la République sous le premier président Amadou Ahidjo. Et notre cher ami, il avait 24 ans. Et 2 années plus tard, en 1973, il est nommé secrétaire général du ministère des Forces armées. Donc, les forces armées camerounaises, n'est-ce pas, qui voient le jour sous l'égide de la nation de la République du Cameroun, fédérale du Cameroun, n'avaient que 13 ans. Donc, en 1973, et on confie l'administration de cet important département ministériel à Maïgari Bello Bouba. Et ma foi, il avait 26 ans. Donc, il était au cœur des stratégies de la défense et de la sécurité de la jeune nation fédérale. Ensuite, il est reparti en juin 1975 au secrétariat général de la présidence de la République où il a occupé le fauteuil du secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Donc, c'était un retour puisqu'il avait déjà été attaché de recherche. Et notre président national, Maïgari Bello Bouba, avait en ce temps 28 ans. Il y reste jusqu'en 1980 où il est fait ministre, secrétaire général adjoint, n'est-ce pas, de la présidence de la République. Et plus tard, ministre d'État, ministre de l'économie et du plan par le président Amadou Ahidjo. Et il nous souvient tous, Camerounais, les plans quinquennaux, si chers au président de la République, Amadou Ahidjo. Et il en était donc l'un des piliers. Donc, les plans quinquennaux étaient pilotés de main de fer par le ministre de l'État, ministre de l'économie, Maïgari Bello Bouba, du haut de ses 33 ans. Et contre toute attente, la démission de Amadou Ahidjo, le 4 novembre 1982, offre l'occasion à son successeur constitutionnel, Paul Biya, de devenir président. Et au soir du 6 novembre de sa prestation de serment, il fait de Maïgari Bello Bouba le premier ministre successeur constitutionnel en cas de vacances ou des contraintes, n'est-ce pas, du président de la République à mettre en œuvre, n'est-ce pas, ses compétences et ses responsabilités. Et à cause, n'est-ce pas, de certaines incompréhensions, une crise institutionnelle, n'est-ce pas, a obligé le président de la République et le Premier ministre d'arrêter leur collaboration, ce qui oblige Maïgari Bello Bouba de s'exiler et d'avoir comme terre d'accueil le Nigeria voisin. Et ça, c'est à partir de 1983. Voilà, la deuxième phase, c'est que l'exil dure environ 8 ans et la loi d'amnistie offre une nouvelle occasion au président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de revenir dans son pays natal. Mais avant, le 25 mai 1990, il annonce, n'est-ce pas, sous le coup de l'ère de la démocratisation du continent africain, la création de l'UNDPC,
C'était le 25 mai 1990 à Paris. Et effectivement, il rentre au bercail, si je peux le dire ainsi, un 17 août, si mes souvenirs sont bien, 1991. Et en ce temps, le parti était coordonné, parce qu'en ce moment, on avait un coordinateur, par Samuel Ebois. Le congrès de Garoua, ensuite, élève le président national, Maïgali Bello Bouban, comme président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. C'est ainsi que, après moult tractations, l'UNDP décide pour la première fois, tout jeune qui venait d'être créé, de participer au scrutin législatif de mars 1992, scrutin qui lui a permis d'avoir 68 députés, et parce que effectivement, on avait un des partis d'opposition, un des principaux partis d'opposition, le SDF, qui avait boycotté, n'est-ce pas, sa participation à cette élection. Et cela a permis à l'UNDP de conquérir l'ensemble des 10 régions, et avec une récolte assez suffisante sur 8 des 10 régions, parce que dans 8 des 10 régions, l'UNDP a obtenu au moins un représentant, un député. Et nous avons souvenance que dans la Damawa, on avait 10 députés, le centre avait un député, l'Est avait, je crois, 4 députés. Nous avons l'extrême nord qui avait 12 députés, le littoral 4 députés, le nord, dans son fief, il avait 12 députés, le nord-ouest, malheureusement, n'a pas donné de députés à l'UNDP, l'ouest avait donné 13 députés pour le compte de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, et puis le sud n'a pas également donné de députés, dans 0 député, et finalement le sud-ouest, 12 députés. Nous constatons que sur les 10 régions, le nord-ouest, qui est, on pourrait dire, le fief du SDF, n'a donné aucun député à l'UNDP, et le sud, qui était le bastion, on peut le dire comme ça, du président sortant, candidat du RDPC, qui également n'a rien offert. Donc, quand nous voyons, n'est-ce pas, cette projecteur, il est clair que le parti au pouvoir, qui avait 88 députés, n'avait pas la majorité, et l'opposition constituée de l'UNDP, de l'UPC et du MDR, n'est-ce pas, à L3, faisait la majorité à l'Assemblée nationale, avec l'UNDP 68 députés, l'UPC 18 députés et le MDS 6 députés. Donc, cette majorité confortable, si un consensus avait été trouvé, aurait permis effectivement à l'opposition de travailler sur un code électoral un peu plus toiletté et plus consensuel, qui devrait recevoir de nombreux ajustements pour créer les conditions minimales des élections libres, transparentes, neutres et impartiales. Donc, malheureusement, le MDR avait choisi, n'est-ce pas, une alliance avec le parti au pouvoir, déroutant ainsi la majorité à l'opposition, qui devrait organiser la gestion du Parlement, c'est-à-dire légiférer sur les lois fondamentales et suivre l'action du gouvernement, afin que le travail ministériel des différents départements ministériels soit un travail de qualité et un travail qui transforme le vécu quotidien du Camerounais que nous sommes. Oui, dans votre question, effectivement, les élections d'octobre 1992, le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Maïgali Bello Bouba, participe également aux élections présidentielles. Il en est sorti d'ailleurs troisième avec un score
de près de 20%, donc 19-22%. Derrière le SDF, qui avait capitalisé 36% de suffrages valablement exprimés, contre 40% pour le parti au pouvoir, le candidat sortant. Mais c'est là où vous allez comprendre que vous ne pouvez pas aller à une élection en mars, et puis parce que les conditions soi-disant ne sont pas réunies, et puis subitement au mois d'octobre, quelques mois plus tard, vous vous présentez à la présidentielle. Et vous comprenez donc que les élus, les députés du sud-ouest et de l'ouest étaient des députés par défaut. 13 plus en fait à l'ouest et 12 pour le sud-ouest, ça faisait environ 25 députés qui avaient choisi, indépendamment de la politique générale de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, de démissionner. Et donc, à ces élections, il a manqué quelque chose de solide que l'opposition va regretter jusqu'à nos jours. Le meilleur profil, déjà, à partir de 1992, était le profil du président national Maïgari Bello Bouba. Quand nous déroulons son CV, nous comprenons qu'il était déjà un homme d'État. Et puis, les 8 années passées en hibernation lui ont permis d'être en contact avec les autres pays dans un contexte de diplomatie passive, donc souterraine, et surtout de travaux de recherche et de consolidation de l'approche d'intervention en matière politique. Alors, ayant au moins un député dans 8 des 10 régions, cela supposait que si chaque député travaillait normalement pour le compte de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, nous serons aujourd'hui au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'un élu traduit un pourcentage de suffrages valablement exprimés à la base, n'est-ce pas, par rapport au député. Et ce député, s'il travaille à consolider cet électorat, cela suppose que aujourd'hui, on devrait challenger mieux le parti au pouvoir. Et la deuxième chose, la deuxième observation que nous devons faire, c'est quand nous faisons le total des voix du deuxième, le SDF, et du troisième, l'UNDP, nous avons 36 plus 19, nous sommes à pratiquement 55%. Donc en réalité, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, la question de l'union des forces de l'opposition pour essayer de faire un contrepoids et contraindre le parti au pouvoir à l'échec. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où l'opposition se recroqueville sur l'individu et pas sur les stratégies d'intervention. Les mêmes conditions générant les mêmes effets et les élections de 97, naturellement, l'UNDP et le comité central, après avoir analysé la situation de 92, n'a pas trouvé utile de se présenter une seconde fois à cette élection pluraliste parce que c'était plus ou moins le même code avec les mêmes défauts, les mêmes insuffisances et avait donc choisi de, entre guillemets, de ne pas y aller en exigeant effectivement que le gouvernement fasse des efforts à asseoir des commissions ad hoc pour essayer de toiletter, de consolider, d'améliorer le code électoral. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et du coup, l'UNDP a choisi de ne pas aller. Et vous allez comprendre que le parti au pouvoir a été reconduit. Je crois que le score était fort. On appelle ça une majorité obèse, mais le score était de l'ordre de 92%. Et il n'y avait véritablement pas une figure emblématique de l'opposition qui s'était présentée à cette élection de 97. J'ai souvenance que c'était Orbelin Henri qui
était venu en deuxième position avec, je crois, 2,5%, suivi de notre ancien coordinateur de l'UNDP, Samuel Ebois, qui a tenu à participer à cette élection de 1997 et qui avait obtenu, je crois, parce que là je ne peux pas oublier, 2,44%. Et ça permet de comprendre pour ceux qui ont voulu créer des polémiques sur un éventuel coup d'État politique qui a permis à Maïgari Bello d'écarter. Non, c'est un problème de communication, parce que même Samuel Ebois, il savait que Bello Bouba Maïgari avait tout le profil, la carrure de celui-là qui pouvait mieux gérer cette formation politique. Donc, pendant cette élection-là, il n'y avait pas eu à proprement parler de mot d'ordre, mais on savait qui il fallait choisir parmi les candidats, parce que nous avons besoin d'un homme d'État qui peut diriger cette nation de main de fer. Parce que voyez-vous, il n'est pas facile de diriger le Cameroun avec tout ce que nous avons comme problèmes et contraintes. Cela ne m'étonne pas que vous me demandiez de parler de l'Alliance, parce que c'est naturel et tout le monde aimerait bien comprendre. L'Alliance, c'est comme le mariage. Quand vous voulez vous marier avec une dame, il faut qu'elle vous intéresse. Il faudrait qu'il y ait certains traits qui correspondent aux vôtres. Donc, il y a des points communs. Il y a certes des divergences, mais davantage, ce qui vous attire vers votre partenaire, votre conjointe, c'est un certain nombre de comportements, de vertus. Et ce sont ces comportements qui attirent votre attention et vous allez vous demander la main de votre partenaire et vous organisez donc le mariage. Et le mariage a ses principes. Maintenant, à un moment de la vie, s'il n'y a pas de satisfaction, vous pouvez la réévaluer et vous allez soit mettre fin à votre mariage parce qu'il y a un malaise qui s'installe, soit alors vous allez essayer de vous donner encore une nouvelle chance parce qu'il y a des nouveaux engagements qui sont pris, des efforts consensuels qui sont pris pour permettre à ce que le mariage ne puisse pas se briser. C'est la même chose avec l'Alliance, c'est une alliance politique. Le comité central et son président national ont estimé qu'il y a certains éléments qui leur sont communément chers, parmi lesquels la question de la cohésion, la question du développement économique et davantage la question de la paix. Après les mouvements des années 90, avec les questions de villes mortes et à la sortie de la crise, parce qu'il y avait eu une crise économique des années 87. Donc, quand la démocratie vient avec ces mouvements, avec les débrayages et les opérations ville morte, le pays, il est à terre. Et donc, logiquement, la participation de l'UNDP en 92, c'était pour relever. C'était le défi de relever l'économie du Cameroun qui était à genoux. Et en 97, 5 années juste après, c'est les mêmes problèmes qui sont relevés. Donc la fragilité de l'État, parce que le tissu économique, n'est-ce pas, est déstabilisé. Donc l'économie est à terre, le pouvoir d'achat du Camerounais, il est au niveau bas. Et il faille donc, et puis au niveau des différentes communautés, et on perçoit déjà l'arrivée et l'accroissement du ressenti en termes de repli vers des communautés d'origine, ce que nous appelons vulgairement le repli identitaire. Et ce sont des éléments qui sont inscrits dans les statuts de l'UNDP et qui également sont inscrits dans les statuts du RDPC. Et ma foi, et dans la pratique, c'est la même préoccupation. Donc voilà les bases qui ont poussé, premièrement,
l'UNDP à s'allier au RDPC afin qu'ils regardent ensemble vers le développement économique, vers la promotion de la paix, vers la consolidation de la cohésion des Camerounais. Maintenant, sur le plan stratégique, géostratégique, l'UNDP venait de subir entre guillemets, une forme de trahison des cadres du parti qui se sont invités à participer au gouvernement soi-disant d'union nationale sans l'approbation du comité central. Et cela pose un problème d'ordre éthique et cela met en mal l'UNDP qui se voit fragilisé à travers ce conflit intestin intérieur. Maintenant, il était plus sage pour l'UNDP, partant de cette posture, de travailler à la résilience politique. Parce qu'en quelque sorte, le départ de ces cadres est un départ voulu par le parti au pouvoir pour fragiliser cette formation politique qui était en pleine expansion. Parce que, souvenez-vous, même si nous avons eu des députés par défaut, mais ce sont des députés de l'UNDP. Jusqu'à preuve de contraire, quand nous allons évaluer le processus électoral sur le plan de législatif, l'UNDP n'a jamais eu d'égal. 68 députés, c'était le maximum que peut avoir à nos jours un parti d'opposition. Oui, il y a eu le SDF qui s'est arrêté à 43. Donc l'UNDP, jusqu'à preuve du contraire, demeure cette formation politique qui a engrangé 68 députés, et même si nous avons eu des députés à défaut. Donc nous comprenons donc que cette situation, elle était connue et il fallait que sur le plan de préserver la survie de cette formation politique pour laquelle, au niveau du parti au pouvoir, il était clair qu'il fallait travailler à émietter, à déchiqueter, à ensevelir l'UNDP. Et cela a permis au cadre de l'époque d'être proactif et de se mettre dans une position de résilience politique en essayant d'accompagner davantage le processus de la paix, de la cohésion et du progrès. Je crois que voilà un peu le contexte qui a favorisé l'alliance géopolitique entre le RDPC et l'UNDP, qui n'est qu'une alliance de circonstances, qui n'est qu'une alliance de cohabitation, qui n'est qu'une alliance de réalisation d'un certain nombre d'objectifs précis que nous avons énumérés sur le plan de la paix, du développement économique et sur le plan de la cohésion sociale. C'est uniquement justement dans ces conditions que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès participe pour la première fois en 1997, n'est-ce pas, au gouvernement d'union nationale, afin d'apporter sa contribution pour la remise sur pied de certains secteurs. Et donc, on a confié le portefeuille ministériel du développement industriel et commercial au président national Bello Bouba-Maigari avec un certain nombre d'autres portefeuilles. Et donc, ministre d'État, ministre du développement industriel et commercial en 1997. Et il avait 50 ans révolus. Il était question effectivement de travailler dans ce secteur à l'industrialisation et au renforcement des échanges
commerciaux afin d'améliorer la valeur ajoutée économique, dans la croissance économique de notre pays. Et le président national a donné le meilleur de lui-même dans ce département ministériel pendant 7 années. Le remaniement de 2004, il est muté au poste de télécommunications, toujours en tant que ministre d'État, pour révolutionner le secteur. Parce que nous nous rappelons avec les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les startups. Donc c'était un secteur en plein essor et qui capte davantage les jeunes, donc qui offre la possibilité de l'emploi à la catégorie des jeunes. Et le ministre d'État a séjourné de 2004 jusqu'en 2009, donc pendant 5 années, à construire, à consolider le secteur. Et le remaniement de 2009, il est muté au transport, comme ministre d'État, ministre du Transport, où il avait le défi de réduire les accidents de la route, parce que le quota avait atteint des chiffres énormes au moment où il arrivait. Et il fallait améliorer également la circulation à travers le renforcement du bitumage, l'amélioration de la qualité des routes. Et il y avait un très grand défi qui consistait à relancer effectivement Camerco, qui avait du mal à prendre de l'envol. Et ce travail, il l'a fait pendant 2 ans. Et il s'est vu confier depuis 2011 donc, le secteur du tourisme et des loisirs, où il a pris ses quartiers aujourd'hui. Ça fait bientôt 11 ans. Et également, ce secteur, il faut relancer. C'est un secteur, s'il est très bien géré, va, 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 va nous produire des devises, n'est-ce pas, compte tenu du chiffre d'affaires que ce secteur, n'est-ce pas, a ailleurs dans d'autres pays, comme le Maroc, en Afrique du Nord. Donc voilà, en ce qui concerne le résultat de cette alliance, qui a été signée depuis 1997. Et aujourd'hui, nous pensons effectivement qu'il y a eu un très grand apport par rapport à cette alliance. Déjà, cette résilience a permis à l'UNDP de résister au tsunami de phagocytose des différentes formations politiques par le gouvernement en place. Et cela permet de former des cadres, c'est-à-dire nous autres cadres également, pour qu'on vienne organiser la relève de la continuité des actions politiques, n'est-ce pas, de l'UNDP. Donc ça, c'est un élément qui est visible aujourd'hui sur le terrain, parce que les pièges qui avaient été mis de gauche à droite, aujourd'hui sont décelés, sont identifiés, et on a travaillé aujourd'hui à les déminer. Et la suite, c'est que vous allez remarquer que les résultats de notre formation politique sont en train de reprendre de l'envol pour aller challenger des territoires nouveaux. Et nous pouvons être fiers du fait que, sous le plan de la cohésion, si l'UNDP n'avait pas signé cette alliance, il n'est pas sûr que le Cameroun serait aujourd'hui sur cet échiquier de vivre ensemble. Il y a certes encore beaucoup à faire dans ce secteur, parce que le sentiment de repli identitaire est de plus en plus en train de ressurgir sur le forum public, mais la présence de l'UNDP dans ce gouvernement a contribué à apaiser les rancœurs, à créer des réconciliations spontanées autour des Camerounais, et surtout
à favoriser une paix, même si elle est relative, mais il y a une paix qui permet à des acteurs, à des hommes d'affaires et des investisseurs de venir au Cameroun et d'investir dans des secteurs clés de l'économie du Cameroun. Je vous disais dans l'une des précédentes questions tantôt que nous sommes dans le cadre d'une alliance. J'ai essayé de faire une transposition avec le mariage. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer ce parcours. Il y a des éléments qui nous tiennent en cœur, pour lesquels nous n'avons pas été satisfaits. Ça, c'est de l'autre côté. Certainement également que la partie en face est en train d'identifier les goulots d'étranglement, les insuffisances. Et on ne rompt pas, c'est-à-dire pour rompre une alliance, il faut l'évaluer. Et nous sommes en pleine évaluation de cette alliance. Et en ce qui nous concerne, nous pensons que cette alliance nous a été bénéfique parce qu'elle a permis à ce que nous résistons sur la scène politique. Elle a permis à ce que nos jeunes soient enrôlés, expérimentés dans la conduite des activités politiques. Elle a permis à ce que notre leader et d'autres camarades puissent avoir d'expérience dans les différents secteurs de la vie publique du Cameroun. Ça, c'est très important parce que vous voulez gérer le pays et comment? Vous voulez gérer le pays comment? Avec quelle expérience? Certes, on a des conseillers dans tel domaine, mais vous-même en tant qu'acteur principal, le futur président, est-ce que vous avez la maîtrise de ces différents secteurs clés? L'Alliance nous a permis de comprendre comment est-ce que l'industrie et le commerce du Cameroun est organisé, où se trouvent les difficultés, quelles sont les issues, ou alors les failles qui vont permettre, au moment où nous serons là, à ce qu'on accélère l'industrialisation et la consolidation de l'essor commercial. Dans le domaine des postes et télécommunications, c'est pareil. Donc, en séjournant pendant au moins 5 ans dans le ministère des Postes et Télécommunications, on identifie les différents secteurs propices qui peuvent faire l'objet de projets de société. Il en est de même dans le secteur des transports, il en est de même dans le secteur du tourisme. Bien avant, notre président national a été au centre de la prise des décisions de la Première République et de la Deuxième République, c'est-à-dire avec Amadou Ahidjo, déjà comme attaché au secrétariat général de la présidence. Il revient comme secrétaire général adjoint et ensuite ministre secrétaire général adjoint. Donc, il a la maîtrise de l'environnement, de la présidence de la République, qui est le niveau le plus suprême, puisqu'on parle de magistrature suprême et de prise de décision. Et il a été Premier ministre du Paul Biya, même si ça n'a pas duré, mais c'est une expérience, la primature, la gestion du gouvernement, puisque c'est le même gouvernement hérité de Ahidjo, puisque c'est le même gouvernement pour lequel Paul Biya était Premier ministre, il y a juste le poste de Premier ministre et on a reconduit le gouvernement, même si ça a duré que quelques mois. Mais il y a cette expérience qui est là. Il y a cette expérience qu'il ne faut pas ignorer dans le domaine des forces armées, parce que nous savons que le bastion, la force, le poumon d'une république, d'une nation, c'est sa défense et sa sécurité, donc sa souveraineté, la défense et la protection de son intégrité territoriale. Et donc, il a été administrateur, c'est-à-dire secrétaire général, la gestion administrative. Et c'est lui qui a mis les jalons hein, au niveau de la consolidation de notre force de défense et sécurité actuelle. Et on est d'accord que le secteur de l'économie également, il a parcouru. Et il a cette expérience, cette grande expérience que les Camerounais n'oublieront jamais dans le domaine de la gestion des plans quinquennaux. Donc, un monsieur de cette carrure, qui a des relations diplomatiques à titre personnel avec plusieurs, donc, en termes de relations bilatérales et également multilatérales avec les institutions de Bretton Woods. Donc, voilà un homme complet qui est prêt et qui, ma foi, une expérience sans égale. Je ne sais pas à qui il faut le comparer,
Et je mets quiconque à défi de nous prouver le contraire. Parce que notre pays a besoin des hommes expérimentés qui maîtrisent les différents secteurs de développement du Cameroun et qui ont cette légitimité du pouvoir de créer le vivre ensemble réel, c'est-à-dire le véritable vivre ensemble entre ce qu'on appelle la cohésion sociale entre les différents peuples. Donc, ma foi, l'Alliance nous a amené beaucoup de choses et parce que ça nous prépare à la gestion du pays. On ne peut pas parvenir un matin comme ça pour dire qu'on va être président de la République, alors que le background ne s'y prête pas. Donc, moi, je pense que notre président national, il est prêt. En octobre 2025, il aura 78 ans. Aujourd'hui, je fais un peu fait la transposition avec Joe Biden. Joe Biden, il a commencé la politique jeune, il a été sénateur, gouverneur, il a essayé les primaires démocrates plusieurs fois, ça n'a pas marché et progressivement, il est devenu sous Barack Obama vice-président, il est reparti et aujourd'hui, à 78 ans, il est devenu président des États-Unis d'Amérique et je crois, ma foi, et 68, 18 ans, c'est l'âge de la raison au-delà de la sagesse. C'est-à-dire, on a acquis l'expérience, on l'a capitalisée, et il faut maintenant mettre cette expérience en pratique. Même en 2032, il n'aura que 85 ans. Aujourd'hui, le président actuel qui a été reconduit en 2018, il avait 87 ans. Donc, ça veut dire qu'il avait 2 ans de plus si le président national veut se présenter aux élections de 2032. Il aura 85 ans, contrairement à celui qui est en train de courir le mandat actuellement. Il avait pris à 87 ans. Aujourd'hui, il en a 89. Donc, il y a la probabilité, s'il veut être aux élections de 2025, il va avoir 80, 92 ans par là. Alors que jusqu'en 2032 pour 2 mandats, parce que Bello a seulement besoin de 2 mandats pour révolutionner et repositionner le Cameroun sur le droit chemin. Parce qu'on ne peut pas partir de pays émergents à pays pauvres très endettés et aujourd'hui à pays sous perfusion avec les facilités structurelles des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et donc je pense que l'Alliance a permis au président national 3 choses. Contribuer à remettre le pays sur pied, favoriser une paix relative afin que les institutions s'installent progressivement mais assurément. Troisièmement, résister au vent de la déstabilisation, de la destruction de notre formation politique, afin que les jeunes hommes, les jeunes femmes puissent hériter d'une formation politique expérimentée. Parce que le président national qui a participé à la création de cette formation politique en 92, c'est une jeune formation politique. Mais aujourd'hui, on peut se vanter que cette formation politique a pris de l'envol, a traversé la phase d'adolescence et aujourd'hui est en phase de maturité relative. Et donc, permettre à tous les Camerounais de venir puiser et de venir donner le meilleur de soi-même pour challenger les prochains candidats, d'où qu'ils viennent, de quelle formation politique que ce soit. Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, c'est cette image qu'on veut présenter de l'UNDP. C'est une image erronée. C'est un parti républicain, c'est un parti national. Et tout le monde y cohabite et tout le monde y trouve son compte. Et cette formation politique est implantée dans les 4 coins du pays. Et je ne suis pas d'accord qu'on réduise cela à une communauté ou à un groupe de personnes.
Non, ce n'est pas un parti régional. Ce n'est pas un parti régional, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes en termes de résultats euh, sur le plan des municipales. Nous sommes dans 4 régions. Nous sommes dans 4 régions. Donc, ça dit qu'à l'Est, nous sommes à l'Est à travers Garoua-Boulaye. Donc, nous contrôlons 4 régions sur les 10. Ce que nous avons fait en 1992, où nous avons contrôlé 8 régions sur 10. Maintenant, avec les événements et les mécanismes de destruction de l'information politique, effectivement, comme toute autre formation politique, nous avons dégringolé. Et cette dégringolade nous a permis de nous ressaisir, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous relever et tout doucement et sûrement nous allons vers des lendemains, des succès éclatants. Donc, je refuse qu'on donne l'étiquette, qu'on colle une étiquette de parti régional. Non, je l'ai dit d'emblée de jeu que le président national, c'est un homme intègre, donc, qui est ouvert à tout. C'est un homme d'État, c'est un homme exceptionnel d'ailleurs. Il est là parce que nous, les militants, nous le souhaitons, parce que c'est l'un des rares partis politiques qui respecte son calendrier et ses échéances de congrès. Et c'est au congrès qu'on élit le président national. Et jusque-là, on lui a renouvelé la confiance parce qu'effectivement, nous pensons que le travail qu'il a à faire n'est pas encore achevé. Quand ce travail sera achevé, lui-même il le saura et le comité central le saura, les militants à la base le sauront. Et c'est en ce moment que votre question a sa place. Mais pour le moment, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a encore beaucoup à nous donner. Et c'est pour ça que nous sommes très attentifs à tout ce qu'il fait. Et tenez-vous tranquille, il n'est pas au-dessus du comité central. C'est le comité central qui donne les orientations. Et ma foi, et jusque-là, il n'a pas encore violé une disposition particulière de ce comité central. Il n'a pas encore violé une disposition particulière de nos textes fondamentaux, dont le statut et le règlement intérieur. Et nous lui faisions confiance. Et c'est pour ça qu'au dernier congrès du mois de mars, nous avons renouvelé la confiance parce que c'est maintenant, plus que jamais, que nous avons besoin de son expérience du haut de ses 75 ans. Nous avons plus besoin de son expérience aujourd'hui parce que le moment est venu pour que nous également, on migre vers une transition aussi générationnelle, une une mutation de notre mécanisme de fonctionnement après cette étape d'alliance qui nous a permis d'être résilients politiquement. C'est ça, merci. Oui, les bourreaux que vous citez, d'accord, Mohamedou Talba, Saïbou Maïdadi, je suis d'accord, Dr Nana Abouakar, oui, oui, Mohamedou Aïdjo, l'office du premier président. Oui, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Djebaï, dans le littoral, que vous ne citez pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a Mongolian, le vice-président aussi. Nous avons Ousmane Ougadjere. Il y en a d'autres, l'honorable Abbalim, le maire Garbasoulé, il y a le maire de la ville Katapa. Nous avons le grand directeur Younous Sungui, il y a le docteur Taïbé. Ils sont nombreux dans le littoral. Saliou Chaba que je connais. Oui, Peter Combe, par exemple, il a depuis, quand il y avait encore l'émission Espace Politique, il intervenait. Ils sont là. Hein. Mana Mongolo, le maire, Seydou Derdaï, ils sont nombreux. Le maire Abdon, justement, concernant Garoua Boulaye, il est là, un ancien sous-préfet, tenez-vous tranquille. Le sénateur Bouamadou, le sénateur de la Damawa, oui, qui a une place de choix. L'honorable Oumarou Ahiwa, c'est ça. L'honorable Basile Yagaï, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et bien évidemment, le secrétaire général de notre formation politique, le sénateur docteur Pierre Flambeau-Gayap,
Donc, ils sont nombreux. Hein. On avait l'ancien maire de Garoua 2e, le maire Barkindo. Donc, oui, ils sont nombreux, je ne peux pas les citer, effectivement. Oui, même dans... Non, il y a les jeunes. Attends, nous avons une aile de la jeunesse dans le mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès, avec son comité directeur qui, à la tête, nous avons Paul Mbafo, ce jeune compétent et incroyablement engagé pour relever les défis. Et je crois qu'il a contribué grandement en partie à arracher, par exemple, la commune de Garoua-Boulaye. C'est lui aujourd'hui qui préside aux destinées de la jeunesse. C'est cette jeunesse dynamique avec le maire Yandal, le maire Abouna, nous avons le camarade Awal, ils sont nombreux, Bouakari Oba, que je connais très bien, Koumaï Alim, ces garçons qui ont toujours soutenu le maire Yandal à conquérir, n'est-ce pas, la commune de Touboro. Vous savez dans quel environnement traditionnel, ça je ne vous en dis pas. Et vous avez le vice-président Waoum, n'est-ce pas, Bruno. Oui, le président Gary Flem, conseiller régional aujourd'hui, avec Likabi Nathanaël, Déré, et Wandala, le camarade Wandala. Ils sont nombreux dans la DISA, dans Zabé, qui est sous-directeur au ministère de Tourisme. Nous avons le docteur Aïrou Bouakari, Abdouab, ils sont nombreux, les Adamou Mana, les Laminou, conseillers. Ils sont si jeunes qu'on ne peut pas les oublier. Laminou, les conseillers municipaux dans la commune de Batéo. Nous avons Silver également, Batoko, oui. Ils sont nombreux, oui. Donc, le grand président Draman du côté de Kousseri. Donc, je ne peux pas tous les citer. Là, vous me prenez oui, vous me prenez de court. Le maire Soaibou, qui fait des merveilles là, à Batio, pas très loin de nous. Donc, voilà. Oui, les femmes aussi. D'ailleurs, maman Zéné Ondon, Eliane, qui est la présidente du comité directeur du mouvement des femmes pour le développement et le progrès, c'est une grande dame. Elle est non seulement elle est maternelle, elle est très active. Elle est, oui, vous voulez à tout prix nous amener à parler des origines des personnes. Quand vous voyez le nom, elle est originaire de suite, mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le militantisme qui est très important, mais vous voyez de toute façon que les gens ont des origines dans les quatre coins du Cameroun. Bafor, c'est un anglophone, si c'est ce que vous voulez. Eliane, elle est dans le grand bloc du Sud. Et donc, vous voyez, voilà, c'est un équilibre. Parce que c'est un parti républicain, c'est un parti national, et vous voulez nous pousser à tout prix à convoquer le tissu identitaire. Pour nous, ça nous embarrasse un peu parce que nous, on fait un travail global, pas basé sur des spécificités. On ne dit pas qu'on ne tient pas en compte des spécificités, mais nous faisons un travail d'ordre global. C'est pour ça que nous nous sentons tous concernés. Et du coup, avec le mouvement des femmes, avec Zéné Ondon, vous avez des grandes dames, honorable Oumou Koultoumi, vous avez l'honorable Douvaïs Aïcha, elles sont nombreuses. Donc, nous avons le membre du comité central, Maïrama, que je connais très bien, qui n'est même pas dans le pays, qui est en Afrique de l'Ouest. Nous avons Yvette Laure, voisine. Elles sont là, nombreuses. Donc, vous me surprenez. Donc, nous pouvons faire potentiellement, aujourd'hui, nous avons une assise dans 4 régions et notre potentiel électoral est évalué directement, uniquement pour les 4 régions à 2,5 millions. Je suis honnête quand je fais cette projection. Maintenant, allez fouiller dans les 6 autres régions où nos camarades sont en train de travailler. Je parle des 6 autres régions. Vous prenez le centre, qui est un bastion. Vous prenez le littoral, où nos militants ils sont nombreux. C'est 2 localités, on ne peut pas blaguer avec, le centre et le littoral. Oui. Et puis nous avons les autres, où nous avons des militants. À l'ouest,
Mais, attends, l'ancien président des jeunes, il était de l'Ouest, comme vous voulez nous emmener à ça. Et il y a un grand travail qui se passe là-bas. Il y a un très grand travail qui se passe à l'Ouest. Et puis, rappelez-vous, en 1992, le Sud-Ouest avait 12 députés. Donc, ce sont des fiefs qu'on peut reconquérir. Et nous sommes en train de travailler à les reconquérir. Le Sud-Ouest, où on avait eu 12 députés. L'Ouest, où on avait eu 13 députés. Hein? Oui, le littoral également, nous en avons eu 4 députés. C'est ça, c'est ça. Merci. Donc, nous travaillons à consolider et à revenir à nos bonnes mœurs des années de braise, des années de joie de 1992, où on avait pratiquement 12 députés à l'extrême nord, 12 au nord, 10 dans la Damawa, 13 dans l'ouest, 12 au sud-ouest, 4 à l'est, 1 dans le centre et 4 dans le littoral. Donc, on n'avait que le nord-ouest et le sud. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que le nord-ouest soit conquis. Oui, au-delà des problèmes de sécurité qui est là-bas actuellement, qui est une priorité en réalité, qu'il va falloir, auquel il faut trouver une solution. Là, je parlais de notre potentiel électoral, donc je parlais de 2,5 millions pour les 4 régions. Et donc, comprenez, si je vous donne les statistiques des autres 6 régions, vous comprenez qu'en réalité, nous sommes prêts à tout moment pour challenger les élections présidentielles. Ça peut être à l'horizon 2025, ça peut être à l'horizon 2032. Je vous ai dit que d'ici là, notre président national aura 78 ans, il aura 85 ans. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas dit que nécessairement ce soit le président Magari Belobouba qui va être le candidat. Nous sommes également en pleine réforme, en pleine réflexion, et vous ne saviez pas déjà, on ne peut pas vous dire a priori ce que nous sommes en train de préparer en interne. Parce que nos stratégies, on ne peut pas les dévoiler, mais il y a un travail serein qui est en train de se faire. Nous faisons confiance au président national pour le moment, et nous sommes en train d'écrire l'histoire, n'est-ce pas, de l'UNDP dans un environnement où nous avons résisté et dans un milieu où nous pensons que l'histoire ne s'arrêtera pas là et de sitôt. En guise de conclusion, nous avons le meilleur profil, Megari Belobouba, qui, à partir de 18 ans, est déjà imprégné de la gestion administrative parce qu'il a été adjoint administratif à la sous-préfecture. Il a été dans les grands milieux, la présidence de la République, les forces armées, la primature, le Parlement, et il a côtoyé les portefeuilles ministériels, l'économie, le développement industriel et commercial, poste et télécommunications, le transport, le tourisme. Donc, c'est un homme complet. Et nous avons été obligés, dans notre démarche, notre stratégie, au vu des résultats de 1992, de faire une pause en ce qui concerne la conquête de la magistrature suprême, parce que nous avons compris que les problèmes du Cameroun étaient plus axés sur la cohésion, la paix et le développement économique que le changement de personne à la tête de l'État. Et ce travail, nous l'avons fait avec joie et ça nous a permis d'avoir plus d'expérience dans plusieurs secteurs d'activité. Jusque-là, je n'ai que cité les secteurs pour lesquels notre président national est passé. Il y a d'autres camarades, comme le docteur Nana Abouakar Diallo et d'autres, n'est-ce pas, sont en train d'acquérir des directions et des formations parallèles. Et puis le Parlement, avec le retour en posture, avec le nombre de députés que nous avons engrangés, les mairies, les conseillers régionaux, nous gérons un conseil régional. Et certainement, bientôt, en 2023, nous allons gérer les minimum 7 sénateurs de la Damawa.
Pour le moment, nous avons 2 sénateurs nommés par le président de la République. Donc, quand nous mettons toutes ces forces, toutes ces compétences ensemble, vous allez voir que nous sommes le seul parti politique qui capitalisons une diversité, une pléthore d'expériences, expériences politiques, expériences dans la haute administration et même au niveau de la base en ce qui concerne la consolidation et la mise en place des organes, n'est-ce pas, de gestion de notre formation politique, à partir de la base jusqu'au sommet. Donc, nous sommes prêts et l'Alliance est en pleine réévaluation. Nous sommes sereins et nous avons un projet de société. Nous continuons de travailler à conquérir les territoires. Nous pensons que ce n'est plus pour longtemps et que bientôt vous allez voir la force de frappe de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. C'est un parti républicain, c'est un parti national et c'est un homme exceptionnel qui est à sa tête, qui a donné tout pour cette formation politique et pour le Cameroun. Et nous pensons qu'il faut être prêt et continuer à travailler à la base. C'est pour ça que j'invite les camarades, les jeunes et les femmes, surtout, de continuer à faire confiance à cette formation politique et son président national et de travailler à s'identifier et à devenir la référence dans sa localité parce que le moment venu, nous allons tous être récompensés en fonction du travail qui a été fourni, du travail qui a été donné dans sa localité. Donc voilà ce que je peux donner comme mot de fin à votre endroit. Je vous remercie. C'était pas facile cet exercice et j'espère que j'ai apporté des éléments convaincants pour votre rédaction et j'ose croire que pour l'ensemble de mes camarades, nous continuons le combat, il n'est pas fini, il continue et de la plus belle des manières en ce moment où nous sommes en train de renouveler nos organes de base. Mettons des personnes conquérantes, mettons des personnes compétentes, faisons un brassage sociologique pour que la représentativité si chère au chef de notre formation politique puisse être couronnée d'espoir et que la question genre soit au centre, n'est-ce pas, de la promotion de la femme, afin que leur effectif au niveau du Cameroun soit aussi assez représentatif au niveau de notre formation politique et des différents postes que nous allons solliciter lors des différents renouvellements. Merci.